Bonjour tout le monde et c'est Stevie de Music Feelings. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle histoire. Mais une story que moi j'adore, je sais, on parle de musique donc j'adore beaucoup d'histoires. Mais celle-ci je l'adore particulièrement parce que vous savez, c'est une histoire qui a un peu tout, à laquelle vous pouvez relate en fait. C'est-à-dire que c'est un peu le côté, des fois dans la vie tu tombes down, tu es vraiment bas dans le bas du bas. Et finalement tu te relèves, tu remontes comme ça là. Et après tu slay les bêtises, tu slay les bêtises quoi, tu slay les bêtises. Parce que dans la dernière vidéo j'étais un peu, là je suis en forme, je suis content, je suis heureux de vous retrouver. D'ailleurs n'hésitez pas déjà à liker la vidéo parce que là on se retrouve, c'est le kiff quoi, je suis heureux, je suis content. Bref, on va commencer la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur Instagram parce que je n'ai toujours pas le swipe alors que on fait de bonnes vues là. Donc c'est comment, abonnez-vous que j'ai le petit swipe. Avant de commencer cette vidéo, vous savez, des fois il y a des gens sur Instagram là, sur Facebook mais encore plus. Vous savez, dès qu'on les a déjà plaqués, on les a déjà un peu jetés, ils sont là, oui ils sont là. Oui, des fois dans la vie, tu es comme le billet de 20 €. Donc du coup, on te froisse, on te fait ceci, mais tu restes, ta valeur reste comme le billet de 20 €. Vous savez les messages qu'ils mettent là. Et nous on est là en mode, on rigole quand on voit ça parce qu'on sait que c'est déjà mort. Bref, vous savez ce genre de personnes. C'est un peu ça cette histoire. C'est un peu ça, sauf que là on va parler de la plus grosse vendeuse des années 90. Et je sais déjà ce que certains vont me dire. Mais Stevie, dans les années 90, tout le monde vendait. Pourquoi on va parler de la plus grosse vendeuse? Parce que les années 90, ce sont les plus grosses décennies en termes de vente de disques en fait. Et en plus, j'aime bien le dire parce que vous savez, tout le monde était vivant en fait. Je ne sais pas si c'est passé parce que depuis les années 2000, les gens meurent beaucoup en fait. Je comprends pas pourquoi est-ce que depuis les années 2000, les gens meurent beaucoup. Alors que dans les années 90, tout le monde est vivant. Il y avait quoi? AC/DC, présent. Public Enemy, présent. Michael Jackson, présent. Whitney Houston, présent. Céline Dion, présent. Shania Twain. Tout le monde est là en fait, tu vois. Et cette femme-là a quand même réussi à être la plus grosse vendeuse, l'artiste numéro 1 en termes de vente. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ça dans son CV en fait. Cette femme s'appelle Mariah Carey. C'est ça. Mais avant de parler de Mariah Carey et donc de revenir sur le truc qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'histoire de la carrière de Mariah Carey parce qu'on se mettrait là pendant des heures. On va revenir sur un pan de la carrière de Mariah Carey qui est donc une artiste pop. C'est petit à petit urbanisé au fil de sa carrière. Mais là, on va surtout structurer comment ça s'est passé en fait. Mariah Carey, en 90, c'est une chanteuse qui rencontre le producteur Tommy Mottola qui deviendra son mari. Tommy Mottola va quitter sa femme parce que lui va kiffer les trucs de cette fille-là. Chaque soir, ils vont entendre ça. Tout ça. Elle dit non, c'est là-bas que je pars en fait. Donc il quitte sa femme, il épouse Mariah Carey et c'est important parce que dans cette histoire, il faut bien comprendre ça. Tommy Mottola, c'est le président de Sony Music, c'est quasiment l'homme le plus puissant de l'industrie à l'époque en fait. Il est le président d'une des plus grosses maisons de disques, il a un catalogue immense. Et Mariah Carey est une des artistes les plus talentueuses de son époque et il a une espèce de rencontre parfaite en fait. C'est un couple où de façon personnelle, il y a eu pas mal d'histoires et il y a eu pas mal de choses de couple dans lesquelles je ne reviendrai pas parce que c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Mais elle a été pas mal en détresse dans cette relation personnellement, mais en fait sur le plan musical c'est limite un couple parfait en fait parce que elle c'est une excellente parolière et je tiens à le dire parce qu'il n'y a pas tout le monde qui écrit ses textes au niveau de Mariah Carey, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. C'est une excellente parolière, une incroyable mélodiste et lui derrière c'est quelqu'un qui a une véritable vision pour elle et qui va la pousser au plus haut. D'ailleurs beaucoup de gens aujourd'hui parlent de payola et de ce genre de choses mais ils savent même pas ce que c'est en fait parce que une des choses qu'on ne peut pas nier à Tommy Mottola c'est que les nombreux numéros 1, les nombreux stratagèmes qu'il a utilisés pour que sa femme ait autant de numéro 1 sont indéniables. Bref, je veux juste que vous compreniez que pendant très longtemps, la dynamique chez Sony Music, c'était que Mariah, c'est la femme du patron et donc c'est la reine. Donc on fait tout pour que Mariah y arrive quoi qu'il arrive. Sauf que en 97, le couple va divorcer et donc les tensions vont commencer à naître à partir de cette période. C'est d'ailleurs pour ça que l'album va s'appeler Butterfly. Et petit à petit, elle essaie donc de prendre son envol malgré le fait qu'elle ait toujours des albums chez Sony Music. Donc elle a toujours des albums qu'elle doit à son mari et donc elle doit toujours travailler avec lui. Sauf que vous savez, les anciens, les couples, c'est fini. Lui, il n'aime plus du tout les choses comme ça. Ne veut plus ce genre de choses, lui il veut dire autre chose et donc de son côté elle, malgré tout ça reste son boss donc elle doit continuer à travailler avec lui et les choses ne se passent pas bien. Il lui impose d'ailleurs de sortir le premier best-of qui était ça. Et ensuite, petit à petit, elle sort Rainbow dans une image qui se sexise et qui est très loin, mais vraiment très loin de ce que lui avait imaginé pour elle. De l'autre côté, lui se passionne pour une nouvelle artiste, entre parenthèses. Il se passionne pour cette fille qui s'appelle Jennifer Lopez et qui va devenir petit à petit sa nouvelle héroïne chez Sony Music. Il va complètement tomber, je dis bien amicalement, fou
de Jennifer Lopez. D'ailleurs, il y a un excellent article pour les fans de Jennifer Lopez, je sais pas s'il y en a là. Il y a un excellent article de Tommy Mottola en 2019 qui explique comment s'est passé l'enregistrement de On The Six. Je vous en parlerai pas dans cette vidéo parce qu'on n'est pas là pour ça, mais si vous avez l'occasion de le lire, il est sur internet. Tapez, vous allez trouver ça sur Google. Et il est vraiment bien parce qu'il raconte pourquoi et comment s'est passé l'enregistrement de On The Six. Bref, ça c'est une parenthèse. Et donc Tommy Mottola va vraiment avoir une vraie relation humaine parce que c'est hyper important de comprendre que Tommy Mottola va avoir une relation très humaine avec Jennifer Lopez. Il va la kiffer de manière personnelle et donc il va la pousser alors qu'elle a déjà quasiment 30 ans et c'est très rare, je dis bien très rare, mais vous le verrez en plus au fil de mes vidéos que c'est hyper rare une artiste pop aux États-Unis qui commence sa carrière à 30 ans. Donc Jennifer Lopez, c'est un peu un ovni dans le truc et il va se passionner pour elle et mettre tous les moyens de Sony pour que Jennifer Lopez réussisse. Sauf que la personne qui avait d'habitude tous les moyens de Sony, c'était bien sûr Mariah Carey et ça va commencer donc à frustrer petit à petit leur relation. Jennifer Lopez va bien sûr cartonner avec des titres comme celui-ci. Et de l'autre côté, même si Mariah Carey cartonne encore avec Rainbow, les rapports s'enveniment de plus en plus avec Sony. D'ailleurs, c'est elle qui va lancer les hostilités en premier parce que c'est elle qui va petit à petit lancer des pics à Jennifer Lopez en disant par exemple ceci dans une interview en 2000 déjà. Rivalries, but I don't think she has anything to do with me. I mean, my whole thing is singing, writing songs. Yeah, and you know, I've been doing this, you know, my whole life. Singing is first and foremost. It's a God-given talent that I'm grateful for. Her thing is something different. Et c'est de là que tout part. C'est une histoire de frustration en fait. Elle, pendant très longtemps, était donc la big boss du label et petit à petit son mari prend une nouvelle pop star féminine en plus qui va prendre plus ou moins plus d'espace, plus de place chez Sony Music. Progressivement en plus elle va trouver qu'il y a des similitudes entre son image à elle, l'image qu'elle a développée à partir de Butterfly et l'image qu'on donne à Jennifer Lopez. Elle trouve qu'il y a certaines similitudes, ce qu'elle n'apprécie pas elle forcément. À partir de cette année donc 2000, Mariah Carey commence à être courtisée par d'autres labels. Elle se dit bon, je vais essayer d'aller voir si l'air est verte ailleurs. Et Tommy Mottola bizarrement, et c'est ça qui était un peu curieux, lui il n'a pas de problème avec ça en fait. Si elle veut partir, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il reste un album chez Sony, c'est-à-dire qu'il lui reste encore un album sur son contrat. Elle est censée le faire en fait. C'est là que la puissance joue quoi là. Gros c'est la puissance, c'est la prison. Non. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance. Voilà, vous avez compris. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est que la meuf, c'est la meilleure vendeuse des années 90. Donc, il y a tous les labels qui la courtisent. Tout le monde veut partir avec elle. Et si Sony ne veut plus, Virgin notamment veut en fait. Virgin donc dit à Sony, nous on veut Mariah Carey et on la veut tellement qu'on vous donne 20 millions pour qu'elle ne fasse plus d'album avec vous. Et Sony lui dit, oh Seigneur, partez, oui, partez avec elle. D'ailleurs, on a l'impression qu'elle n'est pas très normale, celle-là, partez avec elle. Parce qu'à partir de cette époque-là, Mariah Carey commence à avoir des petits soucis d'image. On dit qu'elle est souvent en dépression, ce genre de choses. Bref, Sony est bien content de se débarrasser de Mariah Carey et il rentre son contrat à Virgin. De l'autre côté, Mariah Carey, depuis plusieurs années, depuis 97 justement, a envie de jouer dans un film. Elle veut ce projet qui à la base s'appelait All That Glitter. Elle veut jouer ce film et vous savez, dans les 90, toutes les chanteuses voulaient un peu s'essayer à ce côté truc Madonna, Whitney. Et donc, Mariah Carey voulait faire son film. Sauf que comme ça s'était passé après la rupture avec Tommy Mottola, il n'était pas trop d'accord. Il voulait pas le projet Glitter. Il trouvait que c'était un film qui se passait dans les années 80, que c'était daté, que ça n'allait pas pouvoir se vendre. Et donc, elle était très frustrée par ça. Or, quand en 2000, Virgin rachète son contrat à Sony, ils veulent Mariah Carey. Et donc, Mariah Carey, déjà, elle leur dit moi, je m'appelle Mariah Carey. Donc, vous avez vu les 10 dernières années là. Michael a vendu plus que moi. Non, non, comment Michael n'a pas vendu plus que toi aussi. Janet a vendu plus que moi. Non, 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 comment non. Céline Dion a vendu. Non, 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 non. Oui, vous voulez que je chante pour vous? Vous voulez que je fasse des petits. Il faut donc mettre le prix. Et le prix va être un prix cher. Virgin va donc payer Mariah Carey 100 millions pour 5 albums. C'est un des plus gros contrats de l'histoire de la musique. C'est-à-dire que c'est immensément cher. Elle va être payée 100 millions pour faire seulement 5 albums. Ça veut dire que pour chaque album, elle est payée 20 millions. Et en plus, rappelez-vous qu'ils ont déjà donné 20 millions à Sony. Donc ça veut dire que le contrat de Mariah Carey était quasiment de 120 millions pour 6 albums. C'est un des plus gros contrats de l'histoire de la musique. Même Michael n'avait pas ce genre de contrat en fait, pour vous dire. C'est vraiment que Virgin croyait de dingue en Mariah Carey et ils se sont dit il faut qu'on l'ait chez nous et on va vraiment la marketer à fond en fait. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un investit 120 millions pour prendre une artiste, bah, la personne se dit que l'artiste va nous rapporter en fait. Donc c'est dans cette logique que Virgin et Sony y vont et ils commencent donc à travailler le projet que Mariah Carey voulait, c'était donc Glitter, le fameux film. Sauf que première chose qui va se passer, Mariah Carey travaille sur le film et sur la bande originale. Or, la bande originale, elle a commencé à la travailler quand elle était déjà chez Sony. C'est-à-dire que Sony avait entendu certaines des chansons et notamment celle-ci. Et quand l'ancien mari de Mariah Carey, Tommy Mottola, va entendre cette chanson, il va appeler Yves Gauthier et il va lui dire ça. So Tommy Mottola calls me at like 6 a.m. 6, 7, it was obscenely early, and he calls me because he found out me and
at the time, he hated Mariah Carey. I need you to do me a favor. I said, what's up? I need you to make a record with J-Lo, but I want you to put Ja Rule on it and make it a duet kind of a record. So immediately when he says that, I'm like, this he knows we just did this shit with Mariah, which was a duety record, and he's trying to Mariah. Donc il va lui demander de refaire la même chanson en fait. Et quelques mois encore, pire encore, il va se rendre compte que Mariah Carey voulait un sample précis pour son album. C'était ce sample-ci. Et donc il va récupérer ce sample-là pour faire le remix qui va donner ça. Et là, elle va devenir folle. C'est-à-dire qu'elle va comprendre que son ancien mari, déjà qu'elle trouvait que Jennifer Lopez ressemblait beaucoup avec l'image d'elle rebelle, bah là elle va voir que son ancien mari a pris une chanson qu'elle avait faite, il a demandé au producteur d'en refaire une autre qui ressemble exactement, et il a pris le sample, son idée à elle de sample, pour la donner à une autre personne, et la chanson va cartonner pendant que elle va la refaire avec un autre sample et ça va donner ceci. C'est vraiment ça qui va cristalliser la haine que Mariah Carey va commencer à avoir pour Jennifer Lopez. Parce que même dans Loverboy, à un moment, elle fait dire à Dabra ceci. Donc elle pense vraiment que Jennifer Lopez est une pâle copie d'elle qui est menée en plus par un homme qui la déteste et qui veut la détruire. Donc ce n'est vraiment pas possible que cette meuf puisse être de loin ou de près son amie. Quelques mois après, elle fera donc la fameuse interview où elle dit ça. Die kenne ich nicht. Modèle la connaît pas, c'est-à-dire qu'elle voulait vraiment pas avoir une quelconque relation avec elle parce qu'elle pensait que c'était le missile derrière l'arme qui voulait la tuer. Mais là, ça c'est la partie pour le combat entre I'm Real et If We. D'ailleurs, si vous avez écouté, écoutez les deux, vous allez vous rendre compte que c'est hyper ressemblant. Mais repartons au début de l'année 2001. Au début de l'année 2001, qu'est-ce qui se passe? Mariah Carey a finalisé donc le film Glitter avec Columbia. Elle a finalisé la bande originale et il faut lancer le premier single. Sauf que, encore une fois, les problèmes de Mariah Carey étaient plus ou moins très bien, et là, il faut vraiment le reconnaître, très bien géré par Tommy Mottola. C'est-à-dire qu'il avait un très bon attaché de presse et les problèmes plus ou moins psychologiques que Mariah Carey traînait à cette époque étaient très bien gérés par le label. Or, Virgin ne connaissait pas Mariah Carey. Ça, le vrai problème. C'est-à-dire que Virgin ne connaissait pas comment Mariah Carey travaillait. Tommy Mottola l'avait depuis 10 ans. Donc, il savait exactement comment l'encadrer. Et quand Virgin l'apprend, il l'apprend comme une personne tout à fait normale, donc qui fait ses choix. En plus, elle travaille bien, elle écrit ses chansons. Sauf qu'elle a certains manquements dans sa vie à cette période-là. Et très rapidement, ça va se voir. Le premier single, donc Loverboy, va être lancé dès le début de l'été 2001. Et très rapidement, quelques jours simplement avant le lancement du premier single, elle va faire quelque chose qui va être hyper médiatisé. Elle va se rendre dans l'émission TRL, qui était une émission hyper populaire à l'époque de MTV, sans y être invitée, pour distribuer de la glace et pour faire une sorte de striptease. C'était ça. What are you doing here? Hi. How are I you? just thought I'd surprise What are you. you wearing? And I remember thinking, be in control, don't stare at her, and help her through this. I just want. Cette image, ceux qui l'ont vécu savent, ça a fait le tour du monde. Les médias américains se sont lâchés dessus en traitant de folle, d'hérétique, de dire qu'elle avait complètement pété un câble. C'était vraiment ce qui a cristallisé la crise mentale et la breakdown de Mariah Carey, parce qu'elle était vraiment pas invitée dans l'émission. Elle est seulement rendue dans l'émission, elle a commencé à se déshabiller, à parler un peu n'importe comment, on pensait qu'elle était bourrée. Donc ça a vraiment cristallisé au grand public qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Mariah Carey. Sauf que ça s'est passé 5 jours après la sortie du single Loverboy en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment un truc, le single vient de sortir et elle se crée un bad buzz de dingue. Donc les radios ne sont plus prêtes à la jouer ou à la diffuser ou quoi que ce soit. Pire encore, ils essaient de calmer le jeu, on sort en attaché de presse, elle rentre chez elle. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait un site internet à l'époque et elle commence à poster des messages hyper chelous, des audios hyper chelous dans la nuit sur le site internet, où des fois elle dit qu'elle transcrit son rapport à la vie, qu'elle a découvert certaines choses. En fait, elle mettait des messages sur le site internet complètement bourrés. Virgin était en totale panique parce que leur promo là, tout ce qu'ils venaient de faire là, tout ce qu'ils venaient d'acheter là, ils se rendent compte qu'en moins de 10 jours, c'est-à-dire qu'ils viennent de lancer le truc 16 juillet, 10 jours après, elle a déjà des messages comme ça sur le site. Et 2 jours après, eux sont obligés de faire un communiqué de presse pour dire qu'ils ont interné Mariah Carey pour détresse morale en fait. Est-ce que vous vous rendez compte du séisme? Non mais je veux bien que vous rentrez dans votre tête, parce que je sais que les jeunes là, vous avez été habitués à voir tout n'importe quoi sur Instagram. À l'époque, on n'était pas habitués à voir une star complètement plus ou moins péter les poings comme ça à la télévision. What happened? Donc du coup, ça crée un véritable séisme. Je dis en moins de 10 jours, elle vient de lancer son air là. Son film va sortir et tout et tout. Et en moins de 10 jours, elle a interné en fait.
Donc toute la presse sait que Mariah Carey est internée et Virgin se retrouve dans une situation complètement catastrophique. Eux, ils viennent d'investir des millions de dollars. Le premier truc qu'il faut sauver, c'est le single Loverboy. Donc, on envoie Loverboy au radio. Comme Mariah Carey a une très mauvaise image, donc de fait là, ils ne veulent pas diffuser Loverboy. Alors, Virgin va utiliser un stratagème. C'est-à-dire que, vous savez, à l'époque, il y avait des CD singles, les petits CD singles, où on avait donc des CD avec d'autres titres. Et dans ces fameux CD singles, Virgin se dit quand même que Mariah Carey a une fanbase. Donc, comme les radios ne veulent pas la diffuser, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réduire le prix de ces CD singles. Donc, à l'époque, ça coûtait environ 4 dollars ou 4 euros environ. En fait. C'était ça le prix d'un CD single à l'époque. Et eux, ils vont donc vendre les CD singles de Mariah Carey à 49 centimes. C'était une stratégie qui n'était pas totalement idiote. Ils se sont dit, si on vend les singles à 49 centimes, ça va faire monter la chanson très rapidement dans le classement. Et quand elle va monter dans le classement, peut-être que plus de gens vont la voir et les radios vont vouloir la jouer en fait. C'était ça leur but. Et c'est ce qui va se passer dans un premier temps. C'est-à-dire que quand ils vont vendre le single à 49 centimes, les fans de Mariah Carey vont acheter en masse. Et donc la chanson va passer d'un coup de la 60e à la 2e place très rapidement. Les fans de Mariah Carey qui pensent souvent que Loverboy est un succès parce qu'en fait, la chanson est 2e, mais ce qu'ils ne comprennent pas que c'était parce que le single avait été soldé et que dès que les soldes vont s'arrêter sur les 2 semaines de ces soldes-là, le single va directement retomber parce qu'en fait, il n'y a pas d'environnement. Les radios ne veulent pas jouer Mariah Carey, elle a une super mauvaise image et en plus, elle ne peut plus faire de promo vu qu'elle est internée. Pour Virgin, c'est la pire chose au monde. Mariah Carey ne peut plus faire de l'apparition et donc petit à petit, l'album arrive et ils ne savent pas quoi faire. À la base, le film est censé sortir le 31 août et la bande originale le 21 août, 10 jours avant. Sauf que comme il n'y a vraiment aucun environnement et que Mariah Carey ne va pas très bien, ils sont obligés de repousser. Et c'est là que le drame arrive. Le drame, c'est quoi? C'est qu'ils vont repousser le truc. Et ils vont repousser à quelle date? Ils vont repousser au 11 septembre. Ils vont repousser la date de sortie de Glitter au 11 septembre. Mais à la base, ils se disent que ça nous fait 2 semaines en plus. Le film sort le 21 septembre, on aura le temps pour que Mariah Carey puisse se remettre et donc faire un peu de promo et voir ce qu'on peut retirer de tout ça. Alors déjà le 11 septembre, il y en a une qui cartonne de dingue, c'est elle. Son titre cartonne, elle est en plein succès, elle, c'est la belle vie. Et le 11 septembre, Mariah Carey sort son album. Elle sort son album Glitter. Après, il faut bien vous remettre dans le contexte. Elle a été détruite par les médias tout l'été qui disaient qu'elle avait complètement pété les plombs et tout. Et en plus, elle sort donc Glitter le 11 septembre. Quand les Américains, les tours s'effondrent, quand l'Amérique est complètement dans le noir, l'image qui est affichée dans les billboards, dans les rues des États-Unis, c'est ça en fait. C'est cette image de ce truc hyper pailleté qui en fait d'un coup devient complètement anachronique en fait. C'est-à-dire que visuellement, quand vous regardez la pochette de Glitter, vous vous rappelez que c'est sorti le 11 septembre. Et donc du coup, les gens qui devaient aller acheter Glitter le 11 septembre, c'était ça. Mais c'était juste, c'était complètement anachronique avec ce qui se passait en fait. D'ailleurs, vous vous rappellerez que le 11 septembre a servi les carrières de personnes qui étaient plus dans ces modes-là. C'est-à-dire que Norah Jones, par exemple, pensez à la carrière de Norah Jones, c'est parce qu'elle s'inscrit dans un certain mood. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'écouter un certain style de musique, pas une espèce de truc hyper pailleté, hyper sucré qui ressemble aux années 80. Bref, elle était encore plus déconnectée du public avec cette image-là en fait. Et donc l'album fait un mauvais démarrage, il fait un démarrage à la 2e place. C'était la première fois pour elle, elle qui était la championne dans les années 90, c'était la première fois pour elle. Virgin ne sait pas comment s'en sortir, ils vont balancer les singles au fil les uns des autres. Mais ça va pas prendre, pourquoi? Parce qu'à la limite, l'album on aurait pu se dire il est sorti le 11 septembre. Mais le film arrive 10 jours après et là c'est encore pire. Le film va être absolument détruit par chaque critique aux États-Unis. Mariah Carey elle-même va dire que les gens la détruisaient juste parce qu'elle était devenue un punching ball, parce que c'est vraiment une destruction. Tous les médias disent que c'est un des films les plus nuls de tous les temps. Et donc le film ne marche pas non plus. Donc les gens ne vont pas voir le film au cinéma. Et donc l'ère s'arrête très rapidement en fait. Très rapidement, c'est-à-dire que quelques mois après, Virgin, parce que c'est ça que vous devez bien comprendre, quelques mois simplement après ça, Virgin est dans tous ses états. C'est-à-dire que vous avez vu tout ce qu'ils ont investi. Ils ont investi, ils ont même sacrifié le single, ils ont mis le single pas cher, ils ont tout fait. Et ils se retrouvent avec un album qui fait 600 000 ventes au total. 600 000 ventes sur le territoire américain et environ 2 millions de ventes dans le monde. Souvent, vous allez voir des fans de Mariah Carey qui vont vous dire « Ouais, non, mais Glitter n'est pas un flop parce qu'il a fait 2 millions dans le monde, peu d'artistes font 2 millions dans le monde. » Mais c'est pas comme ça qu'on analyse un flop en fait. Un flop s'analyse d'abord par rapport à l'artiste qui le fait et surtout par rapport aux fonds qui sont mis dans le truc. Et vous venez de voir que Glitter, en fait, c'est un des projets qui a coûté les plus chers de tous les temps. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qu'elle était payée pour faire, ce qu'ils ont investi, le fait qu'ils n'ont eu aucun single qui marche au point où ils ont
été obligés de mettre un single en solde pour se dire qu'ils vont avoir un retour et que ça n'a pas pris, bah en fait le fait que ce projet fasse 2 millions, c'est effectivement, comme le décrivait la presse, un des plus gros échecs commerciaux de tous les temps. Je ne parle pas de sa qualité, je parle du fait que factuellement, il n'y avait pas de retour sur investissement pour eux. Et donc très rapidement, sur la fin de l'année, Virgin a un problème de trésorerie en fait. Il y a eu tellement d'argent investi sur Glitter, tellement d'espoir investi sur Glitter, qu'ils ont un problème de trésorerie et qu'ils ne veulent plus de Mariah Carey. Oui, ils n'en veulent plus, c'est-à-dire que ça se fait de manière brutale. Très rapidement, Virgin ne veut plus du tout travailler avec Mariah Carey. Ils décident donc de rompre leur contrat. Je vous ai dit au début qu'ils avaient un contrat de 5 albums avec elle. Donc elle devait produire 5 albums. Un peu comme Sony, ils disent que nous on veut rompre notre contrat avec elle, sauf qu'ils ont signé un contrat. Donc les avocats de Mariah Carey leur disent les gars, non, vous avez signé. Non, vous avez signé pour ça. Non, mais là il faut assumer. Non, elle veut toujours chanter pour vous. Eux ils disent que non, on ne veut plus. Non, elle veut chanter, il n'y a pas de souci, elle veut faire les autres albums. Et Virgin ne veut tellement plus travailler avec Mariah Carey qu'ils vont faire quelque chose d'incroyable, quelque chose d'hyper rare. Ils vont dire à Mariah Carey que on te donne 28 millions. On te donne 28 millions, tu ne fais plus rien pour nous et on part avec le contrat en fait. Vous vous rendez compte? Ils étaient prêts à sacrifier 28 millions, c'est-à-dire que lui donner 28 millions en rupture de contrat pour ne plus l'avoir. Alors qu'à la base, ils auraient pu se dire, bah en fait on va la garder, c'est-à-dire qu'on va lui faire un autre album. Non, ils ne voulaient tellement plus travailler avec elle. C'est-à-dire que le traumatisme a été tellement fort pour eux qu'ils se sont dit, non, mieux vaut elle dégage, on lui donne 28 millions, on arrête le contrat. Et la fin de cette année-là va être dramatique pour Virgin parce que plusieurs artistes, notamment les artistes de ce monsieur-ci, bah en fait beaucoup de ces artistes de Neptunes de l'époque vont avoir du mal parce que Neptunes à la base sont signés chez Virgin et Virgin va annuler toutes les sorties de la fin de l'année 2001. En fait, l'échec commercial de Glitter, tellement immense, tellement monstrueux, va être une des premières chutes du label Virgin qui aujourd'hui n'existe quasiment plus en fait. C'est-à-dire que à partir de cette fin d'année-là, ils vont annuler le projet de l'album de sortie de Kelis. Oui, c'est pour ça que le deuxième album de Kelis n'est jamais sorti aux États-Unis parce qu'il n'y avait plus de fonds en fait. Le label s'est suivi par le fait qu'il n'y avait plus de fonds. Ils vont annuler l'album de Latrell qui était un autre album produit par les Neptunes et ils vont même annuler le 4e single de Janet Jackson en fait. C'était censé être ça. Il n'y aura plus de sortie sur la fin de l'année 2001 chez Virgin en fait pour boucler les comptes tellement l'échec de Glitter avait été monstrueux pour la maison de disques. Sauf que qui est la gagnante dans tout ça? Bah bien sûr que c'est Mariah Carey. Elle a fait son album qu'on l'a payé 20 millions. L'album n'a pas marché, bien évidemment les gens l'ont insulté et tout. Quand Virgin a pris, elle leur a dit qu'attendez, non, vous avez signé 100 millions, moi c'est pas mon problème. Donc vous voulez pas que je parte, moi je pars, mais mes avocats ont dit quoi? On lui a donné un chèque de 28 millions. Après ils avaient fait un communiqué pour dire qu'ils voulaient plus remplir avec elle pour un peu détruire parce que vraiment là ils pensent que c'est fini complètement pour elle parce qu'ils pensent vraiment qu'elle est folle. Et je pense que à titre personnel, et ça c'est vraiment une avis personnelle, je pense que ça a dû être vraiment dur pour eux de travailler avec elle. C'est pour ça qu'ils réagissent de cette manière. Ils pensent qu'il n'y a vraiment plus rien à faire pour continuer avec elle. Et donc le contrat se termine. L'échec de Glitter est quelque chose d'assez particulier. Vous voyez bien, c'est un raz-de-marée. C'est quelque chose de tellement violent. On ne sait pas comment se positionner, y compris Mariah Carey en fait. Surtout que là, Virgin la sort de manière brutale. Tout le monde voit que Virgin n'en veut plus en fait, qu'il la jette dehors. Et elle réagit très rapidement en se disant, faut pas qu'on croit que les gens me chassent. Attends, je suis vous voyez qui je suis? Non. Donc très rapidement, elle cherche un nouveau label et donc elle va être signée par Island Records. Island Records accepte de la signer parce que c'est reste Mariah Carey. Il accepte de la signer, il lui faut un contrat de 3 albums. Et ce contrat de 3 albums sera payé pour 20 millions. Et je veux juste qu'on s'arrête dessus 2 secondes pour que beaucoup d'entre vous voient comment la valeur baisse très vite dans l'industrie en fait. Quand tu as du succès, effectivement, bah oui, 2 ans avant, on était prêt à payer 20 millions pour qu'elle fasse un album. En 1 an et demi quasiment, maintenant la valeur a changé. C'est-à-dire que maintenant ils sont prêts à payer 7 millions pour qu'elle fasse un album. C'est-à-dire que sa valeur a vraiment beaucoup baissé aux yeux des maisons de disques. Parce que pour eux, il faut d'abord que tu rapportes. Si on est sûr que tu vas rapporter, oui, on va te donner beaucoup d'argent. Si on n'est pas sûr que tu vas rapporter, logiquement, on t'en donne pas beaucoup, on va pas beaucoup investir sur toi. Donc du coup, Island la reprend, mais ils sont dans une autre logique. Eux, ils ne veulent pas le son très critiqué, le son qui est pop, funk, hip-hop très critiqué de Glitter. Ils veulent que Mariah Carey revienne aux fondamentaux. C'est une artiste pop d'abord, elle peut faire un peu de son R&B, mais d'abord c'est une artiste pop. Donc ils veulent qu'elle retrouve son public de base, c'est pour ça qu'ils la ramènent à de la balade très classique. C'était ça. Through the Rain va être mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que dans une partie du public européen qui est encore dans une sphère un peu plus pop, elle retrouve quelque chose en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de quelque chose avec le public européen. Mais de l'autre côté, aux États-Unis, c'est un échec, mais un échec violent parce que encore, Loverboy était entré à la 60e place. On l'avait poussé à la 2e place avec les soldes. Mais là, Through the Rain ne va jamais passer la 81e place aux États-Unis en fait. C'est-à-dire que l'accueil est glacial pour un single de Mariah Carey. Il faut bien comprendre que pendant les 10 dernières années, c'était elle qui avait tous les numéros 1 aux États-Unis en fait. Là,
un single à elle qui se classe à la 81e place, c'est Glacial. Malgré tout, il y a un beau travail d'image fait par Island Records qui récupère certains fans. L'album n'est pas premier non plus, mais il est 3e avec un démarrage avec 230 000 environ. Donc ça se passe plutôt pas trop mal, c'est pas hyper mauvais, mais en fait là où ça va être hyper compliqué pour elle, c'est la critique. Et aujourd'hui, je vais pas revenir sur la critique de Charm Bracelet parce que c'est particulier, mais c'est un des albums les plus mal critiqués de tous les temps. C'est-à-dire que c'est un des albums les plus mal notés de tous les temps. Vous pouvez revoir les reviews, je crois qu'il doit avoir 43 sur 100. Si vous croyez les critiques professionnelles, c'est un des pires albums de l'histoire de la musique. Il va être détruit cet album. Il y a des raisons qui expliquent pourquoi la critique le reçoit aussi mal, mais il va vraiment être détruit et donc il ne va pas lui permettre d'avoir un comeback critique en fait. Sur le même single, ils vont avoir une idée qui est datée en fait. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est une idée datée parce qu'ils n'ont pas compris que le son est en train de changer. Ils vont faire en fait une reprise d'un succès récent. Ils vont faire une reprise de The Success. L'idée est de se dire que c'est un rappeur qui a chanté, donc c'est un public plus urbain. Et si une pop star qui est donc plus en vue reprend le même truc, bah elle va toucher un plus large public et donc elle va mieux marcher. Ça ne va pas prendre en fait, parce que quand Mariah Carey va sortir ça, malgré la présence donc de Cameron, la chanson ne va jamais entrer au haut de son, donc ce sera un second échec commercial dans cet album là en fait. Et en plus, ça ne va pas non plus prendre en Europe, donc c'était vraiment un mauvais deal en termes de second single, pas comme Christina Aguilera, parce que Christina Aguilera avait fait la même chose une année avant, c'était ça. Où elle reprenait donc le sample de Method Man de cette chanson-ci. Mais Mariah Carey ne va pas réussir. Et en troisième single, on voit vraiment que Iceland voulait vraiment la remarketer vers un public plus pop. Ils vont sortir Bringing on the Heartbreak, qui était une reprise d'une chanson pop rock. C'était ça. Et celle-là non plus ne va pas entrer dans les charts américains. Faut bien comprendre que Mariah Carey était la plus grosse vendeuse de singles. Là, elle s'en sort bien parce que l'album va arriver aux millions de ventes et qu'elle va faire une tournée. Mais globalement, c'est un peu moyen parce que la critique l'assassine. Elle n'a aucun succès single et donc petit à petit on peut se dire bah en fait elle va se ranger vers un public adulte avant d'être adulte en fait. C'est la fin d'une période mais malgré tout on voit qu'elle se relève en fait. C'est la deuxième partie, vous savez, elle commence donc à monter sur les trucs. Voilà, il y a quand même, on voit quelque chose qui se passe mais les gens se disent quand même que bah là elle se dirige vers un public adulte, c'est fini pour elle et le son a évolué, elle peut plus rien comprendre quoi. À la fin de l'ère Charm Bracelet, sans succès single mais avec un succès plus ou moins d'estime, 1 million de ventes, Mariah Carey est en train d'être rangée parmi les stars vieillissantes du monde de la musique. Et c'est là que tout va changer. D'abord, le premier pas qui va aider Mariah Carey, ce sont des duos avec des rappeurs. C'est-à-dire qu'elle va recommencer à avoir une stature et l'image un peu de succès avec des singles avec des rappeurs. Le premier et le plus célèbre étant celui-ci. Puis celui-ci. Qui vont donc lui faire renouer avec un espèce de public jeune et avec des passages radio en fait petit à petit. Même si ces singles elles ne marchent pas, bah en fait on la revoit en tête d'affiche avec des rappeurs et les singles fonctionnent. D'ailleurs elle va même rééditer Charm Bracelet dans plusieurs pays avec la chanson de Busta Rhymes pour essayer de booster ses ventes et donc s'approprier cette espèce de nouvelle image et de nouveaux sons. Ça c'est le premier pas. Le deuxième pas c'est que en fait dans sa petite guéguerre avec J-Lo qu'elle n'épargne pas et d'ailleurs c'est dans cette période là qu'elle lance le fameux Die kenne ich nicht. Ou Jennifer Lopez, même si elle ne parle pas, Jennifer Lopez répond. Dans la guerre Mariah Carey et Jennifer Lopez, les gens regardent toujours beaucoup Mariah Carey, mais J-Lo est beaucoup plus subtil. Ouais, vous avez vu ce que LL Cool J jette dans le truc? Le fameux symbole que Mariah Carey utilisait partout. D'ailleurs, c'est encore son emblème, le fameux papillon qu'il utilisait partout. On le voit balancer dans les flammes dans un clip de Jennifer Lopez, qui donc répondait à sa propre manière. Mais là où l'histoire va faire en sorte qu'elles en arrivent à un point crucial, c'est qu'à cette période, je vous ai dit que Tony Mottola a été un des acteurs fondateurs des deux carrières. Mais il y a aussi un deuxième homme qui est un des acteurs fondateurs de la carrière de Jennifer Lopez et son manager, encore son manager actuel, Benny Medina, qui donc en 2003, alors qu'ils ont fait les 400 coups ensemble pour en arriver là, se disputent violemment avec elle, publiquement avec elle, c'est la rupture, ils rompent avec elle, c'est fini, ils ne travaillent plus ensemble. Pendant que This Is Me Den cartonne, Jennifer Lopez n'est plus avec son manager historique. Mariah Carey, elle, commence à travailler sur son nouvel album parce qu'elle a, je vous ai dit, elle a 3 albums à livrer au label, donc elle commence à travailler sur son nouvel album. Et à la base, quand elle travaille sur cet album, elle veut l'appeler The Emancipation of Mariah Carey. C'est quelqu'un d'autre, ce monsieur dont on va parler plus tard, qui va lui dire que non, en fait, je vois que tes amis t'appellent Mimi en privé, je trouve que Mimi ça passe mieux. Mais à la base, quand elle travaille avec l'album, ça s'appelle The Emancipation of Mariah Carey. Et le premier single est une chanson qu'elle travaille avec les Neptunes. Elle va d'ailleurs paraître, elle va d'ailleurs sortir sur la toile en 2004, c'était ça.
Mariah Carey voulait sortir le single avec Neptune parce que vous vous rappelez qu'à l'époque les Neptune cartonnent, ils ont des sujets avec Snoop Dogg, c'est eux qui sont le son du moment et elle se dit que bah elle va s'adapter au son du moment et suivre la tendance avec un son un peu plus hip hop et voir que ça marche parce qu'en plus là elle a eu des sons avec des rappeurs, donc elle se dit Snoop Dogg vient d'avoir un immense succès, le son des Neptunes, elle se dit bah j'ai la bonne formule, ça va marcher. Elle finalise la première version de l'album qu'elle va envoyer au directeur du label à l'époque, Def Jam, et ce directeur de la section urbaine du label, c'est qui? Normalement, si vous avez vu les autres vidéos, vous savez qui est le directeur de la section urbaine de Def Jam à cette époque précise. La vidéo de Neo, c'est L.A. Reid. C'est donc L.A. Reid à qui Mariah Carey envoie ses maquettes, sa première version de Emancipation of Mariah Carey qui s'appelle pas Emancipation of Mimi. Quand elle lui envoie donc le truc, c'est L.A. Reid qui va donc lui dire non, je trouve déjà qu'Emancipation of Mariah Carey c'est un peu prétentieux, je trouve que Emancipation of Mimi ça passe beaucoup mieux. Donc c'est lui qui change le titre de l'album et lui dit aussi ouais, j'ai écouté l'album, je trouve que c'est something. Pas le single, c'est pas le single qu'il te faut. Je trouve que l'album n'a pas de single en fait, c'est un album. Je vois plus ou moins où vous allez aller, mais je ne vois pas de titre de lancement. Donc je vous conseille de retourner en studio et de me fournir des singles pour qu'on puisse le vendre. En fait, il va lui dire retourne en studio avec Jermaine Dupri parce que c'est avec lui que tu as le plus gros de tes succès. C'est lui qui te connaît le mieux. Nous avons besoin de singles et en plus là il vient de cartonner avec Usher. Essayez de voir ce que vous pouvez faire ensemble. Donc Mariah Carey est obligé de rentrer à Atlanta avec Jermaine Dupri. Ils vont avoir un premier meeting. Dans cette première session studio de 2 jours, ils vont faire 2 chansons. C'est Shake It Off et Get Your Number. Les 2 titres, c'est ça et ça. Quand ils envoient ces 2 titres à L.A. Reid, L.A. Reid se dit bon, je trouve que Shake It Off ça peut faire le premier single. Je trouve que ça, c'est déjà plus un premier single que c'est Something et Stay the Night qui était fait par Kanye West en fait, qui a déjà été enregistré. Parce que Mariah Carey hésitait entre les deux parce que c'était les sons du moment en fait. Elle se disait c'était soit le son de Neptune, soit le son de Kanye parce que ça marchait. Donc L.A. Reid n'était pas convaincu, il s'est dit Shake It Up, je trouve déjà que ça fait plus premier single. Il la renvoie encore en studio avec Jermaine Dupri. C'est dans cette fameuse seconde session de studio qu'on va trouver les 2 fameuses chansons It's Like That et We Belong Together. Quand ils vont donc renvoyer les 2 chansons à L.A. Reid va leur dire This is fucking it. Mariah Carey va dire que oui, dans l'enregistrement de It's Like That, elle a compris que c'était vraiment, qu'elle a commencé à avoir le cœur qui palpitait et tout et tout et tout et tout. Ça n'a jamais été un vrai premier single, ça a toujours été une espèce d'introduction. It's Like That, c'était vraiment une intro pour quelque chose qui allait boum, prendre tout le monde parce que L.A. Reid, quand il a écouté We Belong Together, il a compris que c'était la chanson de l'album, c'était la grosse balade qui allait tout prendre sur son passage. Mais elle ne pouvait pas être le premier single. Il fallait quelque chose pour introduire le truc. Ils l'ont pris et ils l'ont lancé en radio. Ça a fait ça. D'ailleurs, It's Like That n'a jamais été un gros succès. Ça a toujours été l'espèce de chanson d'intro qui entre dans les charts, mais elle va quand même arriver à la 14e place. C'est-à-dire que là, la dynamique est totalement différente. Mariah Carey vient d'avoir les duos avec des rappeurs, elle a une nouvelle image, elle se reconstruit et elle pousse. Elle a un single qui entre 14e. C'est pas ouf, mais je vous ai dit que les singles de Charm Bracelet n'étaient même pas entrés à part True the Rain à la 81e place. Donc là, on retrouve déjà un peu, je me respecte quoi. Là, voilà, elle retrouve déjà ses scores. Et ils vont donc préparer petit à petit We Belong Together avec tout un plan marketing extraordinaire. Ils disaient que We Belong Together c'est un mélange entre One Street Day qui est donc le plus gros tube de Mariah Carey et Breakdown qui est donc une chanson iconique de Mariah Carey pour les fans de R&B. Ils expliquaient bien que c'était une espèce de mélange entre le son pop et le son R&B de Mariah Carey et c'est exactement ce qui est arrivé. La chanson arrive en mars 2005 et elle va être un véritable raz-de-marée en fait. Très rapidement, elle va s'emparer vraiment des radios américaines et quand elle va atteindre la première place, elle va y rester pendant 14 semaines. 14 putains de semaines. Et en plus, il va y avoir un remix qui était tout aussi excellent. Et ce titre donc va redorer totalement le blason de Mariah Carey parce que comme je vous ai expliqué, elle était passée de la meuf dont tout le monde voulait, tout le monde voulait, à la meuf dont plus personne ne voulait, à la meuf dont on voulait mais bon on ne voulait pas trop, et à finalement la meuf qui a réussi à relancer totalement sa carrière avec ce single là, et donc à pousser son album au plus haut parce que les autres singles qui vont s'enchaîner dans l'album Shake It Off sera aussi un succès. Surtout il faut bien comprendre que l'intelligence de Emancipation of Mimi ne repose pas simplement sur le son. L'intelligence repose sur le fait que L.A. Reid avait réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que malgré le fait que Mariah Carey a une image plus pop dans cette terre-là, vous retrouvez toujours dans les visuels, dans la manière dont il communique, surtout sur le début de l'ère, toujours le truc de la diva, la diva, la diva. Pourquoi? Parce qu'il faisait appel au public pop que Island avait déjà récupéré sur le Crown Bracelet, mais de manière moins moderne. Il faisait quand même appel à ces gens-là en disant c'est toujours Mariah Carey, c'est toujours la diva. D'ailleurs, on a des ballades très poppy dans Emancipation of Mimi comme celle-ci. Parce que le but était vraiment de faire une liaison entre l'ancien
public de Mariah Carey, c'est-à-dire que le public pop qu'il a suivi dès les débuts et cette transition plus pop. We Belong Together à cet effet est la balade parfaite, mais dans toute l'imagerie du disque, surtout au début, on retrouve vraiment le côté, en fait, nous voulons que vous retrouviez votre diva dans un esprit plus moderne. Et c'est vraiment sur ça que cet album va reposer. Mais ce n'est pas uniquement le travail d'image de L.A. Reid. C'est-à-dire que oui, L.A. Reid avait ses visions, mais il y a quelqu'un qui va cristalliser l'image de Mariah Carey pendant tout le début de l'ère de Emancipation of Me. Et cette personne, c'est qui? C'est Benny Medina. Parce qu'en fait, le fameux homme qui a donc lancé la carrière de Jennifer Lopez, qui est actuellement encore, aujourd'hui on parle son manager, et qui est dans le parrain de ses jumeaux, qui est un homme hyper proche d'elle, quand il va rompre avec elle brutalement en 2003, en 2004, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir le manager de Mariah Carey en fin 2004. Donc, c'est pour ça que les carrières de Mariah Carey et Jennifer Lopez ont des trucs très antagoniques en fait. C'est qu'en réalité, elles ont souvent été poussées par les mêmes hommes. C'est-à-dire que quand lui, il va finir de se disputer avec Jennifer Lopez, il va aller chez sa pire ennemie. Et il va donc structurer l'ère visuelle de Emancipation of Me. Et si vous regardez bien toute la partie, parce qu'il part à la fin de l'année 2005, quand vous prenez du recul et vous voyez comment l'image de Mariah Carey a été gérée dans tout le début de l'ère de Emancipation, vous voyez que c'est particulièrement bien géré. Et ça, c'était le travail de Benny Medina, le mec qui s'occupait de la carrière de Jennifer Lopez. Plus tard, il va rompre avec Mariah Carey et retourner vers J.Lo, mais c'est vraiment lui qui a structuré l'image et qui a donc donné ce côté à la fois moderne à Mariah Carey tout en restant un peu diva. L'album va faire 6 millions d'exemplaires aux États-Unis et 10 millions dans le monde. Je ne sais pas si certains dans cette vidéo l'ont vécu, mais pour moi, c'est un des moments préférés de l'histoire de la musique que j'ai vécu en fait. C'est-à-dire que des années que j'ai vécu, c'est un des moments préférés. C'est parce que ça dépasse totalement Mariah Carey. Je pense que beaucoup qui l'ont vécu voient ce que je veux dire. C'est sur le fait que oui, elle est tombée et elle a réussi à se relever. Et j'insiste sur ça parce que dans cette ère de la fast-food musique, on nous emprisonne en fait. On veut stranguler la musique, on veut ranger la musique dans de l'image en fait. Oh, malgré tout, quoi qu'on puisse en penser, parce que moi par exemple j'aime beaucoup Charm Bracelet, mais c'est parce que Charm Bracelet a été hyper critiqué. Si Charm Bracelet n'avait pas été hyper critiqué, elle aurait jamais eu ça en fait. Si on n'avait pas détruit Glitter, on n'aurait jamais eu ça. Alors de nos jours, on a inversé la tendance, c'est-à-dire qu'on veut se fixer sur l'image et donc du coup les critiques sont hyper molles. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le redis, le score de Charm Bracelet, mais on en parlera dans une autre vidéo, est hyper intéressant. Il est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui c'est impossible qu'une pop star qui a beaucoup vendu puisse être aussi mal notée par les critiques. Pas parce qu'elles font de meilleurs albums que Mariah Carey, parce que les attentes ont changé en fait. On ne veut plus trop brutaliser parce qu'on se dit que oui, tu as une bonne image, machin, tu as vendu, et voilà. Alors qu'à l'époque, tu pouvais avoir vendu le plus d'albums dans le monde, vu que c'était encore la musique qui comptait pour les critiques. Ils défendaient une idée de la musique, donc du coup ils étaient capables de dire que Mariah Carey a fait un mauvais album, c'est nul, moi je trouve 2 sur 5, voilà. Et donc c'est parce qu'on lui a dit ça, c'est parce qu'elle a été harcelée, c'est parce que Jennifer Lopez était dans le slayage, elle était donc dans l'adversité, qu'elle a mené un de ses plus beaux combats en fait. Et elle a donc réussi à nous faire vivre ça, à nous faire kiffer et revenir au siècle de la musique en fait. Et c'est sur ça que j'insiste, c'est aussi pour ça que je vous fais cette story. C'est pour vous montrer que des fois effectivement on peut dire que oui, un album est mauvais. On peut ne pas aimer un album. On peut dire que Mariah Carey ou bien Michael Jackson a fait un mauvais album. On peut dire ça. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on les déteste. Et quelque part, ça joue dans son histoire en fait. Aujourd'hui, elle a un des plus gros comebacks de l'histoire de la musique. C'est aussi parce qu'elle a été poussée par ses journalistes dans ses derniers retranchements, qu'il y a eu plein d'inattendus, que L.A. Reid était là, qu'il a donné à la dernière minute. Oui, il a dit We Belong Together, il les a envoyés en studio 2 fois. Donc vraiment, ça s'est fait dans les derniers instants. C'est une histoire absolument formidable qui n'aurait pas existé si effectivement il n'y avait pas eu Glitter. Parce que des fois, les échecs font partie de nos succès. Donc je suis contre cette idée de nous dire que oui, on doit toujours dire que tout ce que les pop stars font est bien parce que c'est la pop star. Non, c'est la musique qui compte. Et finalement, la musique a gagné sur Mariah Carey parce que au final, c'est la meilleure vendeuse des années 90, mais c'est aussi la femme qui a le plus gros hit des années 2000. Bref, nous en arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous pensez de Mariah Carey, de son clash avec Jennifer Lopez, de l'ère Glitter, de l'ère Charm Bracelet, de l'ère avec Busta Rhymes et le petit string et tout. Bref, et de l'ère de Emancipation of Me. Je suis là avec vous. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ça comme si on parlait à la maison, comme si on était là et qu'on conversait. Dites-moi ça comme ça. En fait, racontez-moi votre Charm Bracelet, racontez-moi votre Glitter, racontez-moi votre Emancipation of Me. Bref, je suis là. Je vais lire vos commentaires. Je serai dans les commentaires avec vous. On va kiffer. Racontez ça comme si on était en train de boire un petit verre de vin. Bref, à très vite pour une nouvelle vidéo.